Devant 200 invités, la mariée la pointa du doigt et cria « Vous n'avez pas votre place ici ». L'employé répondit sans élever la voix, en ouvrant une enveloppe. En quelques secondes, le mariage le plus attendu de l'année se transforma en le scandale le plus douloureux pour toute une famille. Les premières lueurs de l'aube commençaient à peine à teinter le ciel d'orange au-dessus des champs du domaine des Chênes Blanches. Marie Dubois franchit le portail en fer forgé du même pas qu'à son habitude. Ferme, silencieux, presque invisible. C'était le pas qu'elle avait appris à utiliser des décennies auparavant. Le pas de celle qui sait que sa place dans le monde est de servir sans déranger, d'être sans exister. Mais ce matin-là, dans la poche intérieure de son tablier, elle portait quelque chose qui pesait plus que tout ce qu'elle avait porté de sa vie entière. Une enveloppe de papier épais, son nom écrit à l'extérieur, et à l'intérieur, le monde entier d'un homme. Élodie marcha sur l'allée de pierre qui menait à l'entrée de service. À sa gauche, les chênes blancs centenaires qui donnaient son nom au domaine se dressaient comme des gardiens silencieux. À sa droite, le gazon fraîchement coupé sentait encore la terre mouillée par la rosée. C'était le jour le plus important de la vie du jeune héritier du groupe immobilier de Vischères. C'était le jour de son mariage, et c'était aussi le jour où Élodie Dubois devrait décider si elle restait une ombre pour toujours, ou si elle rendait enfin à ce jeune homme la vérité qu'elle avait cachée depuis le premier souffle qu'il avait pris en ce monde. Elle serra l'enveloppe par-dessus le tissu de son tablier. Ses doigts la reconnurent comme un corps reconnaît une vieille blessure. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis cet après-midi-là, dans la petite paroisse Saint-Luc du Val, quand le père Jean Dupuis l'avait reçu dans la sacristie, les yeux fatigués mais fermes. « Ma fille », lui avait dit le prêtre âgé, lui prenant les mains avec cette délicatesse que seuls ont les hommes qui ont écouté trop de secrets tout au long d'une vie, « Tu as déjà accompli ta pénitence. Ce sont trop d'années, trop de silence. Maintenant, donne à ton fils le droit de savoir qui l'a mis au monde. » Élodie avait pleuré là, même devant le confessionnal, où tant de fois elle avait agenouillé son âme sans jamais pouvoir dire à voix haute la seule chose qui pesait vraiment en elle. Et le père Jean avait placé l'enveloppe entre ses mains, refermant ses doigts autour du papier, avec la fermeté de celui qui remet un crucifix dans une guerre. « Tu décides quand, mais ne meurs pas avec la vérité en toi. Ne lui fais pas ça. » Maintenant, alors qu'elle poussait la porte de service de la cuisine et sentait la chaleur du four, où le pain fraîchement cuit parfumait l'air, Élodie savait que ce quand était arrivé. Elle le savait sans savoir pourquoi. « Enfin, vous arrivez, femme !» La voix d'Anneliese Janssens, la cuisinière, traversa la cuisine comme toujours, pleine d'affection déguisée en reproche. « Je pensais que vous aviez renoncé et que vous étiez parti voir le lever du soleil à la campagne, comme font les amoureux. » Élodie tenta de sourire. Le sourire lui sortit tordu. Annélie, qui avait l'âge et la langue des femmes qui n'ont plus peur de rien, laissa la cuillère en bois dans la marmite et s'approcha, s'essuyant les mains sur son tablier. « Élodie, vous ne me trompez pas, vous avez ce visage depuis des jours. Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Aujourd'hui est un jour de fête. Aujourd'hui, le jeune homme se marie. » Et là, dans ce mot, le jeune homme, Élodie sentit que l'enveloppe dans sa poche lui brûlait comme un charbon ardent. « Je vais bien, Anneliese. » Sa voix sortit rauque, et elle-même réalisa qu'elle mentait mal. « C'est que ce sont beaucoup d'années, vous savez, beaucoup d'années à le voir grandir. Et aujourd'hui, il se marie. Aujourd'hui, il part. » Anneliese la regarda avec ses yeux qui connaissaient trop de choses qui n'avaient jamais été dites à voix haute entre elles deux. Elle hocha la tête lentement, sans rien dire, et retourna à la marmite. Mais avant, elle lui toucha l'épaule. À peine, comme pour dire « Je sais, j'ai toujours su ». Élodie se noua les cheveux coiffés d'un geste mécanique et commença à sortir la belle vaisselle du vaisselier. Elle avait 1000 choses à faire avant l'arrivée des premiers invités. Les fleurs blanches des centres de table, les verres polis jusqu'à ce qu'ils reflètent les bougies, les nappes brodées à la main que feu Madame Christine avait fait venir des années auparavant, quand elle rêvait encore de voir son fils unique se marier, Christine de Vischères-le-Roux. La femme qui avait élevé Arthur comme une vraie mère. La femme qui, avant de mourir, avait écrit à Élodie cette lettre qui reposait maintenant avec les papiers de l'adoption à l'intérieur de l'enveloppe. Élodie ferma les yeux un instant. « Christine, pardonnez-moi. Vous m'aviez dit de lui raconter avant qu'il ne se marie. Vous me l'aviez demandé dans votre lettre, et j'ai failli ne pas arriver à temps. J'ai failli me laisser vaincre par la peur. » Madame Élodie, la voix joyeuse, vive, jeune, traversa la cuisine comme un rayon de soleil entrant par une fenêtre. Élodie se retourna, et il était là, Arthur Laurent de Vischères, vêtu encore de ses vêtements de maison, pieds nus, ébouriffé comme quand il était enfant, avec ce sourire qu'elle lui connaissait depuis avant qu'il n'ait des dents.
Mon petit, murmura-t-elle sans pouvoir l'éviter. Elle l'appelait mon petit depuis toujours, même s'il était déjà un homme fait. Arthur traversa la cuisine en 4 pas et l'embrassa comme toujours, comme quand il rentrait de l'école et courait la chercher avant toute autre personne de la maison, comme quand il avait perdu son premier match et que personne n'avait su comprendre pourquoi il s'était enfermé dans la chambre de service au lieu de chercher ses parents. Élodie le serra dans ses bras et sentit, avec une clarté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, que cette étreinte pouvait être l'une des dernières qu'elle lui donnerait en étant seulement Madame Élodie. Après aujourd'hui, elle serait autre chose. Elle serait tout ou elle ne serait rien. Madame Élodie, vous allez bien? Arthur se sépara un peu et la regarda dans les yeux. Vous tremblez. C'est l'émotion, mon petit. C'est l'émotion de te voir mariée. Il sourit. Mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'Élodie ne lui avait jamais vu, sembla douter une seconde, comme si une vieille question, très vieille, avait frappé à la porte de sa poitrine sans lui demander permission. Madame Élodie, ah, vous avez toujours été présente dans tout ce qui était important dans ma vie. Vous le saviez? Élodie ne put répondre. Elle hocha seulement la tête, tout en se mordant la lèvre à l'intérieur pour ne pas pleurer devant lui. Et puis, depuis la porte principale de la cuisine, une voix coupante rompit le moment. « Arthur, je te cherche depuis une demi-heure. » Margot Delvaux apparut encadrée dans l'embrasure de la porte, déjà coiffée, déjà maquillée, avec une robe de chambre en soie blanche qui semblait tirée d'un magazine. Ses yeux passèrent sur Élodie comme les yeux passent sur les meubles, sans la voir et en même temps la voyant trop. « Mon amour. » Arthur se retourna avec le sourire facile de celui qui ne comprend pas. « Je suis juste venu saluer Madame Élodie. Tu sais qu'elle est comme... » « Oui, je sais. » Margot coupa la phrase avant qu'il ne la termine. « Comme de la famille, tu le dis tout le temps. » Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « J'ai besoin que tu viennes. Ton père veut te parler avant l'arrivée des invités. » Arthur regarda Élodie un instant de plus. Il lui serra l'épaule avec affection. « Nous parlerons plus tard, Madame Élodie. Aujourd'hui est un jour spécial et je veux que vous soyez prêts. » Il sortit derrière Margot, mais Margot s'attarda une seconde, à peine une seconde, et dans cette seconde, avant de franchir le seuil, elle tourna le visage vers Élodie et lui adressa un regard qui n'eut pas besoin de mots. Un regard qui disait « Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé, souvenez-vous de votre place. » Élodie baissa les yeux, comme elle avait appris à le faire depuis l'enfance. Et quand elle les releva, Margot n'était plus là. Mais les mots que cette femme lui avait dits quelques semaines auparavant, lors de cette visite inattendue dans la chambre de service, lui revinrent à l'esprit avec la force d'une gifle. « Je sais qui vous êtes en réalité et si vous ouvrez la bouche, je vais vous détruire. Vous finirez vos jours dans la rue et personne ne vous croira un seul mot. » Élodie resta seule dans la cuisine. Annelies était sortie un instant dans la cour. Le silence était dense, lourd, rempli de l'odeur du pain et de la peur. Elle porta la main à la poche de son tablier, toucha l'enveloppe, ferma les yeux. Du fond du couloir lui parvint la voix de Laurent de Vichères, le patriarche, parlant à son fils dans le bureau. Elle n'entendit pas les mots, seulement le ton, un ton grave, un ton qui semblait porter aussi à sa manière, quelque chose qui n'avait pas été dit depuis longtemps. Élodie respira profondément. « Aujourd'hui, pensa-t-elle, tout sera su, même si cela me coûte tout ce qu'il me reste. » Dehors, les premières voitures commençaient déjà à entrer par le chemin de gravier. La musique à cordes commençait à s'essayer dans le salon principal. Les invités arriveraient à tout moment. Et la femme, qui pendant toute une vie avait été invisible, serra l'enveloppe contre sa poitrine sous son tablier. Comme celle qui tient un cœur qui ose enfin battre à voix haute, le souvenir revint à l'esprit d'Élodie avec la netteté de quelque chose que le temps n'avait pas réussi à effacer. Des semaines s'étaient écoulées, mais elle pouvait revivre cet après-midi comme si cela se produisait encore à cet instant même. C'était un après-midi pluvieux, de ceux où le ciel devient couleur plomb et les gouttes frappent les vitres du domaine avec un son régulier, presque musical. Élodie était seule dans sa petite chambre de service, pliant le linge fraîchement repassé du jeune héritier. La fenêtre entr'ouverte laissait entrer l'odeur de la terre mouillée, et un instant, elle pensa qu'il n'y avait pas de refuge plus parfait au monde que ce coin isolé où personne ne la cherchait jamais jusqu'à ce qu'elle entende les pas, des pas courts, décidés, frappant le couloir avec la fermeté de talons qui, de toute évidence, n'appartenaient pas au personnel de service. Élodie leva les yeux juste à temps pour voir la silhouette de Margot Delvaux découpée contre l'encadrement de la porte. Sans prévenir, sans demander permission, comme si entrer dans la chambre d'une employée était la chose la plus naturelle du monde. « Puis-je entrer ?» demanda la jeune femme,
bien qu'elle fût déjà à l'intérieur. Élodie posa le vêtement plié sur le lit et se redressa lentement. Quelque chose dans l'air de cette rencontre lui dit aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie. Margot ne s'était jamais approchée de la chambre de service. Elle n'avait même jamais échangé 2 mots de suite avec elle. « Mademoiselle Margot, avez-vous besoin de quelque chose ?» La fiancée ferma la porte derrière elle doucement, sans hâte, et traversa la petite pièce avec la lenteur avec laquelle les gens marquent leur territoire dans des lieux qu'ils jugent indignes de fouler. Ses doigts frôlèrent le vieux bois de l'armoire. Son regard parcourut les murs peints d'un beige fatigué. La statuette de la Vierge sur la table de nuit, la photographie décolorée d'un jeune homme souriant dans un cadre en argent bon marché. « C'est votre mari, n'est-ce pas ?» demanda Margot en s'arrêtant devant le portrait. Ou plutôt, « c'était ?» Élodie sentit que l'air devenait plus épais dans sa poitrine. « C'était. Il est décédé il y a très longtemps. Gauthier Dubois. » Selon les registres de la commune, Margot prononça le nom comme on lit une étiquette de prix. Ouvrier agricole. Décédé dans un accident de chantier avant que sa femme ne donne naissance à un enfant. Un enfant qui n'a jamais été enregistré sous le nom de son père. Un enfant que la veuve, en état de misère absolue, a confié à l'adoption à une famille aisée de la région, quelques jours après la naissance. Élodie sentit ses jambes fléchir. Elle se retint au bord du lit. Margot continuait de parler du même ton posé, presque aimable, comme si elle récitait la météo de la semaine. Cette famille aisée l'a élevée comme son propre sang, lui a donné son nom, lui a donné sa fortune, lui a donné une vie que sa mère biologique n'aurait jamais pu lui offrir. La fiancée se retourna enfin et la regarda dans les yeux. Et cette mère biologique, des années plus tard, a réussi à trouver du travail dans la même maison où son fils grandissait sans rien savoir. « Je suis sur la bonne voie, n'est-ce pas ?» Élodie ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Sa voix s'était perdue au fond de sa poitrine. « Je ne suis pas une femme impulsive, Madame Élodie. » Margot s'approcha de 2 pas. « Quand quelque chose ne me convient pas dans une histoire, je l'examine. Et chez Arthur, beaucoup de choses ne me convenaient pas. La façon dont son père le regarde parfois comme s'il lui devait un pardon éternel, la façon dont vous le soignez comme s'il était votre propre fils. La lettre que feu Madame Christine a laissée cachée dans le tiroir secret du bureau, celle que votre père Jean a également signée comme témoin. » Élodie porta une main à sa bouche. La lettre. Margot avait eu accès à la lettre de Christine. Elle avait examiné les papiers privés de la famille. Comment? Cela n'a pas d'importance, Madame Élodie. Ce qui importe, c'est ce que je vais faire de vous à partir de maintenant. Margot sourit, et le sourire n'avait rien d'une fiancée amoureuse. Vous allez rester très silencieuse. Vous allez continuer à être l'employé qui lave les sols et plie les chemises. Vous allez sourire quand je vous demanderai quelque chose et vous allez disparaître quand les invités arriveront. Vous m'entendez, mademoiselle? Si vous ouvrez la bouche, si vous osez vous approcher d'Arthur avec votre histoire, je vais vous détruire. La voix de Margot baissa jusqu'à devenir un murmure froid. Je vais dire à toute la famille que vous les trompez depuis des décennies, que vous vous êtes immiscé dans cette maison avec de mauvaises intentions, que vous venez leur soutirer de l'argent après tant d'années, que vous êtes dérangé. Et croyez-moi, Madame Élodie, une vieille employée sans études, sans papier en règle, sans un seul témoin vivant de votre côté, personne ne vous croira un seul mot. Élodie sentit les larmes lui monter sans permission, mais elle serra les dents pour ne pas les laisser tomber devant cette jeune femme. « Pourquoi me dites-vous tout cela ?» Margot inclina la tête presque avec curiosité. « Parce que je vais épouser Arthur, Madame Élodie, et j'ai besoin d'un Arthur entier, intact, sans surprise. Un Arthur qui croit qu'il est exactement celui qu'il a toujours cru être. Un Arthur qui signe avec moi le contrat de mariage dont ma famille a besoin. » Elle baissa les yeux vers la photographie du mari décédé, puis les releva. « Après le mariage, quand tout sera signé, vous pourrez partir tranquille. Je vous donnerai une pension généreuse pour que vous viviez vos dernières années en paix, loin d'ici, mais jusque-là, vous serez invisible. Nous sommes d'accord ?» Élodie se rappela avoir à peine acquiescé d'un petit geste qui lui avait coûté son âme. Margot ajusta son sac à main sur son épaule. Elle sourit de nouveau, cette fois avec une douceur forcée, et marcha vers la porte. « Ah, Madame Élodie, une dernière chose. » Elle s'arrêta, la main sur la poignée. « Si vous croyez que le vieux père Jean de la paroisse vous défendra si je décide de raconter ma version, informez-vous mieux. Les prêtres âgés aussi se trompent. Et parfois, quand un scandale menace une famille puissante, les archidiocèses préfèrent transférer les curés problématiques vers des paroisses très lointaines. Je m'explique ?» Et elle partit. Élodie s'effondra sur le lit. Elle pleura sans bruit pendant un long moment, le visage enfoui dans une chemise fraîchement repassée d'Arthur,
sentant que le monde s'écroulait sur elle pour la deuxième fois de sa vie. La première avait été quand elle avait remis l'enfant nouveau-né à la famille de Vischer. La deuxième était maintenant, quand une femme qu'elle ne connaissait même pas bien lui arrachait le dernier droit qu'elle croyait avoir, le droit à la vérité, avant de mourir. Mais alors, cette même nuit, quelque chose avait changé en elle. Elle était sortie dans le couloir sous prétexte d'apporter un thé, et en passant devant le bureau de M. Laurent, elle avait involontairement écouté une conversation entre le patriarche et son fils. « Arthur, il y a des choses dans cette famille que tu ne sais pas, des choses que ta mère, paix à son âme, m'a fait promettre de te raconter avant que tu ne te maries. Père, quelle chose? Mon fils, des choses qui changent qui l'on est, ou plutôt, qui clarifient d'où l'on vient en réalité. » Élodie avait continué à marcher, le cœur battant la chamade. Elle avait compris à cet instant précis que le vieux Laurent de Vischer avait toujours su la vérité, et que lui aussi, à sa manière, portait depuis des années le poids d'un secret qu'il ne voulait plus garder seul, mais quelque chose l'avait retenu, quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à déchiffrer. Elle le découvrirait plus tard, quand Annelies, cette même nuit, frappa à la porte de sa chambre et s'assit sur le bord du lit avec un verre de lait tiède entre les mains. « Ma sœur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous laisser cette jeune femme vous traiter comme si vous étiez moins qu'un meuble ?» Élodie tenta de nier. Elle tenta de dire que rien ne se passait, mais Annelies la regarda avec cette fermeté ancienne des vrais amis et lui prit la main. « Je ne sais pas bien ce qu'il y a entre vous et ce jeune homme, mais il y a quelque chose de grand. Je le vois depuis le premier jour où vous êtes arrivé dans cette maison. » Elle lui serra les doigts. « Et ce jeune homme mérite de savoir ce que vous portez en vous avant qu'on ne lui passe la bague au doigt. Pas après. » Élodie la regarda dans les yeux, et pour la première fois depuis des années, elle acquiesça vraiment. Cette même semaine, elle était allée à la paroisse, avait parlé au père Jean, lui avait raconté la menace de Margot, et lui, sans hésiter un instant, avait sorti du tiroir cette enveloppe qui attendait depuis des années. « Ma fille, cette femme ne vous tient pas autant qu'elle le croit. » Le prêtre avait baissé la voix. « Il y a des choses sur elle, sur sa famille, qui doivent aussi être dites, et j'ai de quoi les prouver. » Et puis, alors que la lumière de l'après-midi entrait par les vitraux de la petite église, il avait raconté à Élodie un détail de plus, un détail qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Un détail qui maintenant, dans la cuisine du domaine, et avec la musique du mariage commençant à résonner au loin, lui faisait serrer l'enveloppe contre sa poitrine avec une force nouvelle, car ce n'était plus seulement sa vérité qui était à l'intérieur du papier, c'était aussi la vérité de Margot. Les premières voitures commencèrent à apparaître sur le chemin de gravier, alors que la matinée avait déjà mûri en une lumière nette, presque blanche, qui tombait sur le domaine des chênes blanches, comme si le ciel entier voulait être témoin de ce qui était sur le point de se produire. Élodie Marie Dubois les vit arriver depuis la fenêtre latérale de la cuisine, cachée derrière le rideau de dentelle, les mains encore humides de l'eau avec laquelle elle venait de polir les verres en cristal. Ils étaient si nombreux, trop nombreux, des femmes en longues robes, qui semblaient coupées par les ciseaux des contes de fées, des hommes qui descendaient des voitures avec la lenteur de ceux qui savent qu'ils sont observés, des chauffeurs en gants sombres qui tenaient les portes comme s'ils ouvraient des coffres. Et parmi eux tous, brillant sous le soleil comme si rien ne pesait sur elle, la famille Delvaux faisant son entrée triomphale. « Regardez la mère de la mariée », murmura Annelies Janssens derrière Élodie, s'essuyant les mains sur son tablier. « Des diamants au cou, des perles aux oreilles et des chaussures qui valent plus que mon salaire de 3 ans. Et nous savons tous ici que cette famille n'a même pas de quoi tomber morte. » Élodie se tourna, surprise. Annelies n'était pas femme à médire sans raison. « Qu'est-ce que vous dites? Ce que vous entendez, ma sœur ?» Annelies baissa encore plus la voix. « L'autre jour, le comptable de M. Laurent était ici. J'ai servi le café et j'ai entendu des choses, Élodie, des choses sur la famille de la mariée. Qu'ils sont endettés jusqu'au cou, que la maison où vit la jeune femme ne leur appartient même plus, elle est hypothéquée jusqu'aux fondations, que le père est mort en laissant un gouffre financier de la taille d'une cathédrale, et que le frère, ce jeune avocat qui traîne par ici, Antoine Delvaux. Oui, ce jeune homme a déplacé des papiers bizarres dans des bureaux bizarres pour essayer de couvrir ce qui ne peut plus l'être. C'est pourquoi ce mariage n'est pas un mariage, ma sœur, c'est un sauvetage. La famille de la jeune femme utilise le jeune Arthur comme bouée de sauvetage. » Élodie sentit quelque chose en elle se mettre en place avec un clic sourd. Toutes les pièces qu'elle avait assemblées jusque-là, le chantage, les visites inattendues, l'urgence avec laquelle Margot avait accéléré les préparatifs du mariage ces derniers mois, trouvaient enfin leur explication la plus sombre.
La fiancée n'était pas amoureuse. La fiancée fuyait un naufrage. Et Arthur était la planche de salut qui la maintiendrait à flot. Anne-Lys. Élodie la regarda les yeux pleins de quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait dangereusement au courage. « Pourriez-vous répéter tout cela si nécessaire, devant des gens ?» La cuisinière n'hésita pas. « Ma sœur, je le crierai même sur le parvis de l'église si vous me le demandez. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, une des jeunes femmes du service, une jeune fille nommée Amélie Lefebvre, entra en courant dans la cuisine, les joues rougies et les yeux effrayés. « Madame Élodie, Mademoiselle Margot vous cherche. Elle dit qu'elle a besoin de vous dans le salon principal tout de suite. » Élodie sentit l'enveloppe dans la poche de son tablier bouger contre son flanc comme un être vivant. Elle acquiesça, retira son tablier, le plia avec soin et le posa sur le dossier de la chaise, mais elle glissa l'enveloppe dans la poche intérieure de son uniforme, contre son cœur, là où personne ne pourrait la lui arracher, sans lui arracher aussi la vie. Elle traversa les couloirs du domaine d'un pas ferme. La musique des cordes emplissait déjà l'air, douce, élégante, avec cette qualité mélancolique qu'ont les mélodies de mariage lorsqu'on les entend de loin. Dans chaque recoin, il y avait des arrangements floraux d'un blanc qui n'était plus blanc, mais éclat, des bougies allumées dans des candélabres anciens, des rubans de soie suspendus aux lustres en cristal. Et au centre de ce décor de conte de fées, debout près de la grande fenêtre donnant sur le jardin des chênes, se tenait Margot Delvaux, déjà vêtue de sa robe de mariée, le voile encore non placé, parlant à deux de ses demoiselles d'honneur d'un ton qui se voulait doux, mais arrivait aiguisé. Quand elle vit Élodie entrer, elle congédia ses amis d'un geste. « Laissez-moi un moment avec madame. » Les deux jeunes femmes s'éloignèrent et Margot se tourna vers Élodie avec un sourire tout en dents et sans yeux. « Madame Élodie, quelle chance que vous soyez venue. J'ai besoin de vous demander une faveur très spéciale. Dites-moi, mademoiselle, je veux que vous restiez dans la cuisine pendant toute la cérémonie. » Le sourire devint plus fin, et pendant le banquet aussi. « Je ne veux pas que vous apparaissiez dans le salon tant qu'il y aura des invités. Je sais que vous comprenez. » Élodie la regarda. Elle la regarda vraiment pour la première fois depuis longtemps sans baisser les yeux. Madame Christine a dit avant de mourir que je devais toujours être présente lors des jours importants de la famille. Le geste de Margot se contracta à peine. À peine. Madame Christine n'est plus là, Madame Élodie. Et la nouvelle maîtresse de cette maison, dans quelques heures, ce sera moi. Nous sommes entendus? Nous sommes entendus, mademoiselle. Élodie fit un geste pour se retirer, mais avant de franchir la porte, elle entendit des pas derrière elle, des pas fermes, masculins. En se retournant, elle se trouva face à un jeune homme qu'elle n'avait vu que sur quelques photographies et lors de 2 visites précédentes au domaine. Antoine Delvaux, le frère de la mariée, costume sombre impeccable, cheveux gominés, une pochette en cuir sous le bras et le regard de celui qui évalue la valeur de chaque chose qu'il touche du regard. « Petite sœur !» Antoine salua Margot d'un baiser sur la joue, tout en scannant Élodie de haut en bas avec l'indifférence de celui qui regarde un meuble qu'il ne souhaite pas acheter. « J'ai besoin de te parler. C'est à propos des papiers. Monsieur Laurent demande des modifications de dernière minute à l'accord prénuptial. » Margot pâlit sous le maquillage. « Modification? Quelle modification? Il veut ajouter une clause sur l'héritage. Une clause de protection étendue aux personnes proches de la famille. Il ne m'a pas dit à qui exactement, mais... » Antoine laissa la phrase inachevée, mais ses yeux volèrent une fraction de seconde vers Élodie. Ils revinrent à Margot. La fiancée comprit. Élodie aussi comprit. Et pour la première fois de la matinée, Margot regarda l'employé avec quelque chose qui n'était pas du mépris. C'était de la peur. « Nous parlons en privé, Antoine. Maintenant. » Les 2 frères et sœurs sortirent par la porte latérale. Élodie resta seule un instant dans cet immense salon, entourée de fleurs blanches et de bougies allumées, avec la musique des cordes vibrant encore dans un coin lointain de la maison, et comprit avec une clarté froide que quelque chose bougeait dans l'ombre du domaine, que même elle ne voyait pas entièrement. Monsieur Laurent de Vischères faisait des mouvements, ses propres mouvements, des mouvements anciens, comme si lui aussi avait attendu ce jour pendant très très longtemps. Quand Élodie retourna dans le couloir, elle faillit trébucher sur quelqu'un. C'était une jeune femme aux cheveux châtains relevés, une robe d'invité simple, un petit carnet à la main et une expression intelligente qui se distinguait de tous les visages maquillés qu'Élodie avait vu franchir le portail ce matin-là. La jeune femme la regarda avec curiosité et sourit. « Excusez-moi, vous êtes Madame Élodie ? » « Oui, ma fille. Je suis Léa Mercier, amie d'Arthur depuis l'enfance. Il m'a beaucoup parlé de vous.
La jeune femme baissa la voix. « Il m'a dit que si j'avais besoin de quelque chose dans cette maison, je devais vous le demander avant toute autre personne, car vous êtes la seule qui ne ment jamais. » Élodie sentit son cœur se serrer. « Pourquoi auriez-vous besoin de quelque chose, ma fille ?» Léa hésita un moment, puis regarda de chaque côté du couloir et s'approcha d'un pas. « Madame Élodie, je suis journaliste, je travaille pour un petit média numérique et depuis quelques semaines, j'enquête sur certaines choses concernant la famille de Margot Delvaux, des choses qui ne me conviennent pas. Je suis venu aujourd'hui en tant qu'ami, pas en tant que reporter, je vous le jure. Mais si vous avez vu quelque chose, si vous savez quelque chose que je devrais savoir pour protéger Arthur, je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. » Élodie la regarda dans les yeux pendant une longue seconde, et pour la première fois depuis des années, elle sentit que l'univers lui offrait plus d'alliés qu'elle n'aurait jamais imaginé en avoir. « Ma fille, dit-elle lentement, restez près de l'hôtel. Quoi qu'il arrive, restez près. » Léa acquiesça sans poser d'autres questions. Élodie continua de marcher. La musique avait changé. Les cordes jouaient maintenant la pièce répétée pour l'entrée de la mariée. Il restait quelques minutes. Et à cet instant, traversant le couloir qui menait au jardin, la voix d'Arthur Laurent de Vischères l'appela de loin. « Madame Élodie, attendez !» Elle se retourna, et ce qu'elle vit la cloua au sol. Arthur venait vers elle, le visage pâle, les yeux rougis, tenant à la main un papier plié qu'elle connaissait très bien. C'était une feuille de la lettre de Christine. Une feuille qu'Élodie jurait être à l'intérieur de l'enveloppe contre sa poitrine à ce moment-là. Une feuille que quelqu'un avait placée dans les mains du marié avant la cérémonie. Et d'après le visage d'Arthur, il était évident qu'il en avait déjà lu suffisamment. Le temps s'arrêta dans ce couloir. La musique des cordes continuait de résonner dans un coin lointain du domaine. Les invités continuaient de s'installer sur les chaises blanches disposées dans le jardin. Les caméras des téléphones portables continuaient de capturer chaque détail d'un jour parfait, mais là, dans le couloir de service qui sentait la lavande et la vieille cire, Élodie Marie Dubois et Arthur Laurent de Vischères se regardaient comme si, entre eux deux, il n'existait rien d'autre que ce papier froissé dans la main du jeune homme. « Madame Élodie ». La voix d'Arthur sortit brisée comme si les mots s'étaient rompus dans sa gorge avant de pouvoir s'échapper. « Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient ?» Élodie sentit ses genoux fléchir. Elle s'appuya discrètement contre le mur. Ses yeux se remplirent de larmes sans qu'elle puisse les contrôler. La main du jeune homme ne tenait qu'une page, une seule, mais il lui suffisait de la voir de loin pour reconnaître la calligraphie inclinée et ferme de feu Madame Christine. « Mon petit, d'où est-ce que ça vient ?» répéta-t-il, cette fois avec plus de fermeté. « Quelqu'un l'a laissé dans ma chambre ce matin sur le lit, juste au moment où je finissais de me préparer pour la cérémonie. »« Sur votre lit ?»« Oui, plié, sans enveloppe, sans rien, juste cette feuille. Et ici ma mère parle de... » Arthur passa une main dans ses cheveux, défaisant la coiffure parfaite que les stylistes lui avaient faite. Ses yeux brillaient. Elle parle d'une femme, d'une promesse, d'un péché que la famille aurait dû confesser bien plus tôt. Madame Élodie, ma mère était malade quand elle a écrit ça. Elle était dans ses 5 sens. Une larme s'échappa de la joue d'Élodie. Elle l'essuya rapidement avec le dos de sa main. Ta mère était dans ses 5 sens, mon petit, plus lucide que jamais. Et alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Élodie respira profondément. Ce n'était pas le moment. Pas comme ça, pas dans un couloir, pas une demi-heure avant qu'il n'entre à l'hôtel. Mais elle savait aussi que nier maintenant était plus cruel que dire. Mon petit, qui a pu laisser cette feuille dans ta chambre? Arthur secoua la tête, perdu. Je ne sais pas. N'importe qui dans la maison, le service, les musiciens, les fleuristes qui sont passés toute la matinée. Mais Élodie, elle, savait, ou du moins croyait savoir. Seules 2 personnes au monde connaissaient l'existence exacte de cette lettre et où elle avait été conservée toutes ces années, Laurent de Vischères et le père Jean Dupuis. Et des 2, seul l'un avait un accès libre au tiroir secret du bureau. C'était le patriarche. C'était lui qui avait fait parvenir cette feuille aux mains de son fils. Mais si c'était lui, ce ne pouvait être que pour une seule raison. Le vieux Laurent avait décidé que la vérité ne pouvait plus attendre une minute de plus. Il avait choisi le jour le plus public, la cérémonie la plus regardée, le scénario le plus impossible, et avait laissé tomber la première pièce du domino, mon petit. Élodie prit les mains d'Arthur entre les siennes. Ses doigts âgés, crevassés par des années de travail, enveloppèrent ces jeunes mains qu'elle avait autrefois tenues quand le jeune homme savait à peine marcher. « J'ai besoin de te parler, mais pas ici, pas maintenant. Madame Élodie, je vais me marier dans moins d'une demi-heure. Je sais, et ma mère, dans cette lettre,
La voix d'Arthur se brisa complètement. Il baissa le regard vers le papier et commença à lire à voix basse, presque pour lui-même, comme celui qui a besoin d'entendre les mots pour les croire. « Mon fils de mon âme, si un jour tu lis ces lignes, c'est parce que la femme qui t'a mise au monde a enfin rassemblé le courage que j'ai toujours su qu'elle aurait. Honore les deux mères qui t'avons aimé. L'une t'a donné la vie, l'autre t'a donné les jours. » Élodie ferma les yeux. Les larmes lui coulaient maintenant librement. « Madame Élodie. » Arthur leva la tête et la regarda avec une expression qui était une question, une peur, une tendresse. C'était tout à la fois. « Pourquoi ai-je l'impression que cette lettre parle de vous ?» Le couloir entier sembla retenir son souffle. Élodie ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse articuler le premier mot, une voix joyeuse et autoritaire traversa le couloir depuis l'autre extrémité. « Arthur, es-tu prêt? Le père est déjà à l'hôtel et les invités sont tous assis. » C'était Laurent de Vichy, le patriarche, vêtu d'un costume gris perle impeccable, avec la cravate bleue que Christine lui avait offerte pour leur dernier Noël ensemble, marchant vers eux avec la canne en bois qu'il utilisait plus par habitude que par nécessité. Quand il vit son fils avec la feuille à la main et Élodie les yeux larmoyants, il ne s'arrêta pas, il n'hésita pas. Il continua de marcher avec la même fermeté jusqu'à ce qu'il se trouve devant eux deux. « Père, » dit Arthur d'une voix tremblante, « quelqu'un a laissé ceci dans ma chambre. » Laurent regarda le papier, regarda Élodie, et ensuite regarda son fils avec l'expression grave des hommes qui portent des mots depuis de nombreuses années. « Je sais, mon fils. Vous savez, c'est moi qui l'ai laissé. » Élodie leva les yeux vers Laurent, surprise et reconnaissante en même temps. Le vieux patriarche lui rendit un regard très bref, presque imperceptible, dans lequel tenaient des décennies entières de respect silencieux. « Père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi à cette heure? Parce que je ne pouvais pas te laisser entrer à cet hôtel sans savoir qui tu es réellement, mon fils. Parce que ta mère Christine, avant de mourir, m'a fait promettre que tu saurais la vérité avant de jurer amour à une femme, et parce que j'ai été un lâche pendant trop d'années. Je suis désolé. » Arthur chancela. Laurent le soutint par le coude. « Qui est ma mère, père? Qui est ma mère biologique ?» Laurent de Vischères regarda Élodie, et après toute une vie de silence, il s'écarta enfin, comme celui qui cède la parole à l'unique propriétaire légitime de cette histoire. Élodie porta la main à sa poitrine, sentit l'enveloppe, sentit son cœur, et pour la première fois depuis des décennies, elle ne baissa pas les yeux quand un de Vischères la regarda dans les yeux. « Mon petit, » dit-elle de la voix la plus ferme de sa vie, « ta mère, c'est moi. » Le silence qui suivit fut si absolu qu'on pouvait entendre le frôlement des feuilles dans les arbres du jardin. Arthur ne bougea pas, ne parla pas, ne respira pas. Ses yeux passèrent du visage d'Élodie à celui de son père, du visage de son père à la page dans sa main, et de la page à nouveau au visage de la femme qui, toute sa vie, avait été pour lui la silhouette affectueuse qui servait le petit déjeuner dans la cuisine et qui pliait ses chemises avec un soin qu'aucun autre membre du personnel n'avait jamais eu. « Madame Élodie, tu scènes du sel d'un homme, mais d'un enfant perdu. Oui, mon petit, c'est moi. Mais comment? Mais pourquoi ?» Élodie, raclement de gorge, tenta de soutenir sa propre voix. « J'étais très jeune quand j'ai perdu ton père. Gauthier est mort dans un accident de chantier avant que tu ne naisses. Et je me suis retrouvé seul au monde, avec un bébé dans le ventre et sans un seul toit où dormir. Ta mère, Christine, et ton père, Laurent, ont appris ma situation et m'ont offert de te donner une vie que je n'aurais jamais pu te donner. Je te les ai confiés quelques jours après ta naissance, pensant que je te sauvais ainsi. » Arthur écoutait dans un calme absolu. Et de nombreuses années plus tard, quand tu étais déjà un enfant qui courait dans ces couloirs, j'ai cherché ce travail au domaine, non pour te réclamer, non pour changer quoi que ce soit, juste pour te voir grandir de loin, pour m'assurer que tu allais bien. Ta mère, Christine l'a toujours su, et jamais elle ne m'a fait sentir que j'étais de trop dans cette maison. Les larmes coulaient déjà librement sur les joues d'Élodie, et pour la première fois de sa vie, elles coulaient aussi sur les joues du jeune homme. « Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ?» demanda-t-il dans un murmure. « Parce que c'était une promesse, mon petit. Parce que ta mère, Christine et moi avons décidé que tu devais grandir libre sans te sentir divisé entre deux femmes qui t'aimions également. Et parce que... » Élodie hésita un instant, mais ensuite elle continua. « Parce qu'il n'y avait plus rien à taire. Parce que quelqu'un m'a menacé il y a quelques semaines de me détruire si je te le disais avant le mariage. » Arthur leva la tête. « Qui ?» Élodie ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Le regard de Laurent de Vichy à côté d'elle dit tout. « Margot !» Le nom resta suspendu dans l'air du couloir comme une sentence.
Arthur fit un pas en arrière, puis un autre. Il porta les mains à sa tête, ébouriffant complètement sa coiffure de mariée. Ses yeux cherchaient un point fixe sur le sol, comme si le monde entier venait de s'incliner et qu'il avait besoin de trouver la ligne de l'horizon pour ne pas tomber. Margot le savait. Margot savait que tu, étais ma mère. Élodie acquiesça. Elle l'a découvert il y a quelques semaines en cherchant des documents de la famille et est venue dans ma chambre pour me menacer. Elle m'a dit que si j'ouvrais la bouche, elle me détruirait, qu'elle dirait que j'étais une menteuse, une vieille folle, quelqu'un qui s'était infiltré dans cette maison pour vous soutirer de l'argent. Mais ce n'est pas vrai. Non, mais elle savait que personne ne croirait l'employé avant la fiancée, mon petit. Et moi aussi, je le savais. Arthur s'appuya contre le mur. Un instant, Élodie pensa qu'il allait s'effondrer. Laurent s'approcha et lui posa une main sur l'épaule. « Mon fils, écoute, il y a d'autres choses que tu dois savoir sur Margot avant de prendre toute décision. D'autres choses? La famille Delvaux est en faillite, Arthur. Ton beau-père est mort en laissant des dettes qu'il cache depuis des années. La maison où vit Margot est hypothéquée jusqu'à la dernière tuile. Son frère Antoine falsifie des documents pour retarder la saisie, et ce mariage avec toi n'est pas un mariage, c'est un sauvetage financier. Comment savez-vous tout cela, père? Parce qu'il y a des mois, j'ai engagé mon propre enquêteur. Parce que quelque chose chez cette jeune femme ne m'a jamais convaincu. Parce que sa hâte de se marier, son refus de signer une séparation de biens, les visites étranges de son frère à mes bureaux, tout sentait mauvais, et j'ai découvert qu'il y avait des raisons à cela. Et pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Parce que c'était à toi de le voir, mon fils. Parce que si je te le disais, tu aurais pensé que ton père ne voulait pas que tu épouses la femme que tu aimais. Et j'avais besoin que tu arrives à la vérité par toi-même. Laurent soupira, et un instant sembla 20 ans plus vieux qu'il ne l'était. Mais ce matin, quand j'ai appris par l'une des jeunes femmes du service que Margot avait menacé Madame Élodie, j'ai su que je ne pouvais plus attendre. C'est pourquoi j'ai laissé la feuille sur ton lit. L'une des jeunes femmes du service? Amélie Lefebvre, la jeune fille qui nettoie les chambres d'invités. Elle a tout entendu cet après-midi-là, sans le vouloir. Elle est venue me le raconter en pleurant ce matin même. Élodie porta une main à sa bouche. Amélie, la petite fille timide, qui osait à peine élever la voix. Elle avait donné du courage à une enfant presque autant qu'elle en donnait à elle-même. Arthur resta silencieux pendant un long moment. La musique des cordes continuait de sonner, étrangère à tout. Les invités continuaient d'attendre, étrangers à tout. Quelque part dans le jardin, 200 pères Dieu regardaient vers l'autel, attendant de voir entrer le marié, qui ne savait plus s'il était l'homme qu'il avait été toute sa vie. Finalement, Arthur leva le visage et regarda Élodie. « Maman ». Ce seul mot remplit tout le couloir d'une lumière qui ne venait pas du soleil. Élodie sentit que les décennies entières de silence se brisaient en elle comme un verre ancien. Elle ne put plus se retenir. Elle étreignit Arthur avec la force de celle qui attendait un câlin depuis une vie. Et il la serra en retour, sans doute, sans réserve, comme s'il avait répété cette étreinte depuis qu'il était un bébé dans une maison qui n'était pas la sienne. Laurent de Vischère regarda ailleurs pour qu'il ne le voie pas pleurer. Mais le moment fut court, car de l'autre bout du couloir, une autre voix, cette fois féminine et aiguë, les interrompit avec la force d'un cristal qui se brise. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était Margot Delvaux, déjà entièrement vêtue de sa robe de mariée, le voile posé, le bouquet blanc entre ses mains gantées. Derrière elle venait Antoine, son frère, et 2 des demoiselles d'honneur. Margot vit l'étreinte. Elle vit Laurent les yeux rougis. Elle vit le papier dans la main d'Arthur et comprit en une fraction de seconde que tout ce qu'elle avait construit avec tant de soin pendant des mois était sur le point de s'effondrer à 30 mètres de l'autel. « Arthur !» cria-t-elle, mais le cri se brisa dans sa gorge. « Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Cette femme t'a-t-elle dit quelque chose? T'a-t-elle dit un mensonge? »« Margot !» dit Arthur en se séparant d'Élodie, mais sans lui lâcher la main. « Mon amour, quoi qu'elle t'ait dit, ce n'est pas vrai. » Margot s'approchait à petits pas dans le couloir, courant presque dans les limites que sa robe lui permettait. Cette femme est une vieille confuse. Je te l'avais dit, je te l'avais prévenu. Tu ne m'as jamais rien dit à son sujet, Margot. Je te l'ai dit en pensée, mon amour. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre avec elle, cette façon de te regarder, cette proximité qui ne lui convenait pas. Élodie vit le moment exact où Arthur changea. Le jeune homme tendre d'un instant se redressa, essuya ses larmes du dos de la main, lâcha la main de sa mère avec précaution et fit un pas vers sa fiancée. Et quand il parla, sa voix ne tremblait plus. « Margot, j'ai besoin que tu me dises la vérité une seule fois. Savais-tu que Madame Élodie est ma mère biologique?
Le visage de Margot se décomposa pendant une fraction de seconde à peine, mais suffisamment pour que tous les présents le voient. Puis elle tenta de se ressaisir avec un sourire. « Mon amour, de quoi parles-tu? Je t'ai demandé si tu le savais. Arthur, pour l'amour de Dieu, nous allons nous marier dans 15 minutes. 200 personnes nous attendent. Nous parlerons après de ce que tu veux, je te le promets. Mais maintenant, le savais-tu? Oui ou non? » Le silence s'installa. Antoine, derrière sa sœur, pâlit. Les demoiselles d'honneur échangèrent des regards et au fond du couloir, sans que personne ne les remarquât jusque-là, une jeune femme avec un petit carnet à la main observait tout en silence. Léa Mercier, l'amie d'enfance, la journaliste, notant chaque mot avec une sténographie rapide et nerveuse. Margot déglutit. Son esprit travaillait à toute vitesse cherchant une issue, mais il n'y avait plus d'issue possible. Et alors elle fit la seule chose qu'elle savait encore faire lorsqu'elle se sentait acculée. Elle attaqua, leva son doigt ganté et désigna Élodie avec la fureur d'une reine dont le trône vacille. « Vous n'avez pas votre place ici !» cria-t-elle d'une voix brisée et les yeux ardents. « Vous n'êtes personne dans cette maison. Vous êtes une employée qui s'est immiscée là où personne ne vous a appelé. Vous n'appartenez pas à cette famille et vous n'appartenez pas à ce jour. Vous m'entendez? Vous n'avez pas votre place ici. » Le cri résonna dans tout le couloir et continua de rouler jusqu'au salon principal, où plusieurs invités des premières rangées l'entendirent. Certains se levèrent, d'autres sortirent leur téléphone portable. La musique des cordes s'interrompit. Élodie Marie Dubois ne baissa pas les yeux, ne se recroquevilla pas, ne recula pas d'un pas. Elle porta la main à la poche intérieure de son uniforme et en sortit l'enveloppe. L'enveloppe apparut dans la main d'Élodie Marie Dubois, comme apparaît une bougie allumée au milieu d'une panne de courant, petite, simple et, pourtant, capable de faire pencher le poids du monde entier du côté de la vérité. Margot Delvaux la vit, et pour la première fois de la matinée, son visage perdit la fermeté que le maquillage avait péniblement maintenue. Un clignement d'yeux, une main gantée qui se referma sur le bouquet blanc avec trop de force. Un sourire tenté qui ne se forma pas complètement sur ses lèvres. « Qu'est-ce que c'est, Madame Élodie ?» La voix de la mariée sortit fine, presque enfantine, comme si une petite fille s'était infiltrée dans le corps majestueux de la femme vêtue de blanc. Élodie ne répondit pas. Elle ne lui parlerait plus jamais tant que la vérité serait vivante entre eux deux. Elle se tourna vers Arthur Laurent de Vischers, son fils, et lui tendit l'enveloppe des deux mains, comme celui qui offre un cadeau longtemps reporté, comme celui qui dépose un cœur dans un autre cœur. « Mon petit, ceci t'appartient. Cela t'a toujours appartenu. Il m'a fallu de nombreuses années pour te le remettre, mais aujourd'hui est le jour. » Arthur prit l'enveloppe d'une main tremblante, la regarda de l'extérieur. Elle n'avait pas de nom écrit, juste le papier épais, couleur épaisse, légèrement froissé par les semaines passées contre la poitrine de sa mère. Il l'ouvrit avec soin, comme on ouvre quelque chose de sacré. À l'intérieur, il y avait 3 choses. La lettre complète de Christine de Vichers-Leroux, dont il avait déjà lu la première page. Les papiers originaux de son adoption avec les sceaux de la paroisse et les noms signés par tous les témoins. Et une 3e enveloppe plus petite, scellée, avec un seul mot écrit à l'extérieur, de la calligraphie soignée du père Jean Dupuis, vérité. Arthur tint les 3 éléments, avec des mains qui lui répondaient à peine. Tout le couloir semblait être devenu irréel. Derrière Margot, son frère Antoine Delvaux avait pâli jusqu'à la couleur de la cire. Les demoiselles d'honneur s'étaient instinctivement écartées d'un pas, comme celles qui s'éloignent de l'endroit où la foudre est sur le point de tomber. Et au fond, près du mur, Léa Mercier continuait de noter d'une main ferme et les yeux attentifs de celle qui assiste à quelque chose qu'elle se souviendra toute sa vie. Margot fit un pas en avant. Sa voix sortit à nouveau, cette fois avec le ton le plus doux qu'elle put fabriquer. « Mon amour, ne lis pas ça maintenant, s'il te plaît. Quoi que ce soit, nous pouvons le résoudre après la cérémonie. Ton père, ta mère, ne leur fais pas subir ce moment devant les invités. Je te le demande pour ce que nous avons. » Arthur leva le visage vers elle et la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Margot, ce que nous avons, oui mon amour, ce que nous avons construit, nos projets, notre vie ensemble. Margot, il y a 5 minutes, tu as crié à cette femme qu'elle n'avait pas sa place ici. Il y a 5 minutes, tu l'as pointée du doigt devant mon père, devant ton frère, devant mes employés, et maintenant tu me parles de ce que nous avons. J'étais agitée, mon amour. C'est le jour de mon mariage. Je suis nerveuse. Cette femme m'a induite en erreur. Elle m'a fait penser des choses qui... Quoi, Margot? Margot déglutit. La réponse ne lui venait pas. Pour la première fois de sa vie,
Son esprit brillant ne trouvait pas le mensonge adéquat. Arthur baissa le regard vers la petite enveloppe portant le mot « vérité » à l'extérieur. Il l'ouvrit. C'était une feuille tapée à la machine avec une écriture serrée et précise. Elle était signée au bas par le père Jean Dupuis. Et sous la signature du prêtre figurait une seconde signature, celle d'un homme âgé d'un nom de famille étranger qu'Arthur ne reconnut pas au premier abord. Il commença à lire à voix basse, mais sa voix s'éleva d'elle-même, comme cela arrive lorsque l'indignation trouve son propriétaire. Je sous-signais Jean Dupuis, curé de la paroisse Saint-Luc du Val, en compagnie de M. Henri Schmitt, expert comptable agréé et oncle maternel de Mademoiselle Margot Delvaux, déclarons ce qui suit, sous notre entière responsabilité civile et morale, premièrement, que la famille Delvaux se trouve en état de faillite technique depuis plusieurs années avec un niveau d'endettement qui dépasse largement tout patrimoine récupérable. Margot ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. Arthur sait, deuxièmement, que la propriété familiale des Delvaux a été hypothéquée dans sa totalité et que la propriété n'appartient plus à la famille, mais à une entité financière qui a reporté la saisie grâce aux démarches du jeune Antoine Delvaux, avocat, qui a présenté des documents avec de graves irrégularités pour retarder la procédure. Antoine ferma les yeux. La pochette en cuir qu'il tenait sous le bras lui glissa sur le sol. Personne ne la ramassa. Troisièmement, que mademoiselle Margot Delvaux, connaissant l'état financier réel de sa famille, a planifié délibérément de se rapprocher du jeune Arthur Laurent de Vicher, unique héritier du groupe immobilier de Vicher, dans le but explicite d'obtenir un accès patrimonial par le mariage. Comme preuve documentaire de cette intention, nous joignons à cette enveloppe des copies de messages écrits envoyés par mademoiselle Delvaux à son frère Antoine au cours des derniers mois, dans lesquels le plan est ouvertement discuté. Arthur leva le visage du papier. À l'intérieur de la petite enveloppe se trouvait effectivement une deuxième feuille avec des captures d'écran de messages imprimés. Il les regarda sans les lire à voix haute, mais il les regarda assez longtemps pour que tout le sang lui quitte le visage. « Margot, ces messages sont faux. Arthur, voici ton nom. Voici ta façon d'écrire. Voici les dates. Antoine les a inventés pour me ruiner. Mon frère et moi nous sommes beaucoup disputés dernièrement, mon amour. Tu ne sais pas, Antoine les a inventés. » Arthur regarda le frère de sa fiancée. « Est-ce vrai ?» Antoine Delvaux ne répondit pas. Il avait les yeux fixés sur le sol, sur la pochette tombée, sur ses propres chaussures lustrées qui, soudain, lui parurent être celles d'un étranger. Quand il parla finalement, sa voix sortit rauque, presque honteuse. « Non, Arthur, je n'ai rien inventé. Les messages sont réels. » Margot se tourna vers son frère avec une fureur qu'elle n'essaya même pas de dissimuler. « Antoine, Margot, nous en sommes là. » La voix du jeune avocat trembla. « Je ne vais pas te laisser ruiner une autre famille pour couvrir la nôtre. Nous avons déjà fait trop de mauvaises choses. Je me suis regardé dans le miroir tous les matins pendant des mois, me demandant quand j'aurais le courage d'arrêter. Aujourd'hui est le jour. » Margot recula d'un pas, puis d'un autre. Son visage se décomposa en une série de gestes sans nom, mélange de fureur, de peur, de l'incrédulité pure de celle qui croyait tout contrôler. Et découvre en quelques minutes qu'elle ne contrôlait absolument rien. « Vous conspirez contre moi », sa voix monta. « Vous conspirez contre moi parce que vous savez que je vais être la nouvelle maîtresse de cette maison. C'est une embuscade. » Laurent de Vicher, qui jusque-là était resté silencieux, appuyé sur sa canne, fit 2 pas en avant, et quand il parla, il le fit de cette voix basse et contrôlée des hommes qui ont commandé toute leur vie, sans avoir besoin de crier « Mademoiselle Delvaux, cette maison ne vous appartiendra pas, ni aujourd'hui ni jamais, et je vous prie de ramasser votre voile, votre bouquet, votre dignité le plus rapidement possible, car dans très peu de minutes, je vais sortir dans le jardin pour annoncer aux invités que la cérémonie est annulée. Vous ne pouvez pas faire ça, je peux le faire, mademoiselle. Ceci est mon domaine, ceci est ma famille et ceci est mon fils. Et par amour pour mon fils, je ferai ce que je dois faire. » Margot regarda Arthur les yeux pleins de larmes qui, soudain, semblaient sincères, ou du moins aussi proches de la sincérité qu'elle pouvait l'être. « Arthur, mon amour, ne crois pas ton père, ne crois pas cette femme. Je t'aime vraiment. Tout le reste peut s'arranger. Je te jure que ça peut s'arranger. » Arthur la regarda pendant une longue seconde, et ce regard fut le plus triste qu'Élodie n'ait jamais vu chez son fils. « Margot, je t'ai connue il y a presque 2 ans. Presque 2 ans pendant lesquels tu m'as fait croire que tu m'aimais. Presque 2 ans pendant lesquels je t'ai présenté à mon père, à mes amis, à la femme qui m'a élevé,
et à la femme qui a toujours été dans ma maison à prendre soin de moi, sans que je comprenne pourquoi. Et pendant tout ce temps, tu calculais, tu faisais des comptes. Arthur, n'est-ce pas? Tu as menacé ma mère, Margot. Le silence fut la réponse. Arthur fit un pas vers elle, non avec violence. Tu es entré dans la chambre de service de Madame Élodie et tu l'as menacée de la détruire si elle me disait la vérité. Je voulais juste nous protéger, mon amour. Nous protéger de quoi, Margot? Que je connaisse ma propre mère? Margot ne put répondre. Elle porta ses deux mains à sa bouche gantée et pour la première fois de la matinée, les larmes qui coulaient sur son visage furent des larmes que personne n'aurait pu fabriquer. C'étaient les larmes de la défaite, du masque qui tombait dans le pire scénario possible, de la femme brillante qui avait construit une cathédrale entière de mensonges et qui voyait les pierres s'effondrer une à une au ralenti devant 200 invités qui commençaient déjà à se pencher dans le couloir depuis le salon principal, attirés par les cris. Laurent se tourna vers Arthur avec un calme que seul un père pouvait se permettre. « Mon fils, je vais sortir parler aux invités. Toi, reste ici. Ta mère a besoin de toi et tu as besoin d'elle. » Arthur acquiesça sans mots. Laurent, sa canne ferme, marcha dans le couloir en direction du salon principal, mais avant de franchir la porte, il s'arrêta. Il se tourna vers Margot une dernière fois et lui dit avec une sérénité terrible « Mademoiselle, mon épouse Christine, avant de mourir, m'a donné un conseil que je me rappelle chaque jour. Elle m'a dit « Laurent, prends soin du cœur de notre fils, car un jour apparaîtra une femme qui voudra y entrer par la mauvaise porte. J'ai cru pendant des années qu'elle s'était trompée, parce que je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un ferait ce que vous avez fait. Aujourd'hui, je découvre que mon épouse, comme toujours, avait raison. » Et il sortit. Élodie n'osa pas bouger. Arthur non plus. Margot resta immobile au milieu du couloir, le bouquet blanc lui tombant des mains, les pétales roulant sur le sol de marbre, le voile traînant derrière elle comme la queue d'un fantôme. Antoine, son frère, tenta de s'approcher. Elle le repoussa d'un geste. « Ne me touche pas, tu m'as trahi. Tu m'as trahi devant tout le monde. Margot, je t'ai sauvée. Un jour, tu le comprendras. Je ne veux plus jamais te voir de ma vie. » Et elle s'assit là, même, sur une marche du couloir. Elle s'assit comme une petite fille qui est tombée au milieu d'une cour de récréation, la robe blanche s'étendant autour d'elle comme une énorme fleur brisée, pleurant le visage caché entre ses mains gantées. Élodie sentit quelque chose qui la surprit elle-même. Elle ressentit un instant de la pitié. Pitié pour cette jeune femme qui était allée si loin pour rien. Pitié pour la famille Delvaux qui était tombée si bas en silence pendant des années. Pitié même pour Antoine qui la regardait à quelques pas de là, les yeux pleins de quelque chose qui ressemblait au soulagement et au deuil à la fois. Mais la pitié fut de courte durée car Arthur, son fils, se tourna vers elle, lui prit la main et lui dit à voix basse « Maman, allons au salon. » Élodie leva les sourcils. « Au salon, mon petit? Pourquoi faire? » « Parce que mon père va parler aux invités et je veux que tu sois à ses côtés. Je veux que 200 personnes voient qui est la femme qui m'a mis au monde. Je veux que toute la région sache aujourd'hui même que Madame Élodie n'est pas l'employée de cette maison, qu'elle est la mère du fils unique des de Vischères et qu'à partir d'aujourd'hui, dans ce domaine, personne ne vous appellera plus jamais Madame Élodie. Ici, on vous appellera maman, comme j'aurais dû t'appeler depuis toujours. » Élodie sentit ses jambes se ramollir. Arthur la soutint par le bras et ensemble, l'enveloppe toujours ouverte dans l'autre main du jeune homme. Ils commencèrent à marcher dans le couloir en direction du salon principal. Derrière eux, Léa Mercier continuait de noter. Mais ce n'était plus un sourire professionnel qu'elle avait sur le visage. C'était un sourire d'amie fidèle, le sourire de celle qui a vu son amie d'enfance retrouver d'un coup la famille qu'il avait toujours méritée. Quand ils franchirent le seuil du salon principal, les 200 invités les virent entrer. Et un silence gigantesque, un silence qu'aucune harpe à cordes n'aurait pu couvrir, s'abattit sur tout le domaine. Les téléphones portables restèrent immobiles, les têtes se tournèrent à l'unisson. Laurent de Vischères, debout sur la petite estrade où le marié aurait dû recevoir la mariée, leva les deux mains en signe de demande de parole et commença à parler. Il parla d'une voix ferme, celle de celui qui a décidé, après de nombreuses années de lâcheté, que la vérité méritait une scène. Il parla sans crier, il parla sans se justifier, il parla de Christine, d'Élodie, d'Arthur, de Gauthier. Il parla de la famille Delvaux et des preuves qui étaient apparues. Il parla de la femme qui avait servi dans cette maison toute sa vie, sans jamais réclamer la place qui lui revenait. Et à la fin, quand tous les invités pleuraient déjà, certains d'émotion, d'autres de honte, d'autres parce que l'ampleur de ce qu'ils vivaient les dépassait, il demanda à Élodie de monter sur l'estrade à ses côtés.
Élodie monta, lentement, les jambes tremblantes, mais le dos plus droit que jamais dans sa vie. Et depuis cette estrade, regardant pour la première fois 200 personnes qui la regardaient, elle entendit les mots de son fils, qui était également monté pour lui prendre la main. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui il n'y a pas de mariage, mais il y a quelque chose de bien plus important qu'un mariage. Aujourd'hui, cette famille retrouve l'un de ses membres et moi, je retrouve ma mère. » Les applaudissements commencèrent timidement sur une seule rangée, puis s'étendirent aux rangées suivantes, et finalement les 200 invités étaient debout, applaudissant une femme âgée en uniforme de service qui pleurait sans cacher ses larmes, tandis qu'un jeune homme en costume de marié lui baisait la main comme on baise la main d'une reine. Mais au fond du salon, près d'une colonne, quelqu'un observait la scène, les yeux mi-clos et les poings serrés. C'était une femme âgée qu'Élodie ne connaissait pas bien, une invitée venue avec la famille Delvaux et qui, à ce moment-là, sortit un téléphone et commença à composer un numéro avec des doigts furieux, car il restait encore quelqu'un prêt à se battre pour Margot Delvaux, et cette bataille ne faisait que commencer. Alors que les applaudissements continuaient de résonner dans le salon principal du domaine des Chênes Blanches, la femme du coin raccrocha et rangea son téléphone dans son petit sac à main d'un geste sec. Elle avait l'âge des matriarches qui avaient commandé pendant trop d'années pour se résigner à perdre. Elle portait un tailleur de couleur ivoire, un petit chapeau avec un court voile sur les yeux et une broche en pierre verte sur la poitrine qui semblait héritée de plusieurs générations. C'était Colette Delvaux-Mertan, la grand-tante de Margot, veuve d'un magistrat, et la seule figure de cette famille en ruine qui conservait encore des contacts réels dans les cercles influents de la région. Colette avait voyagé 3 heures pour assister à ce mariage, non par amour pour sa petite nièce, qu'elle avait toujours considérée comme une enfant frivole et gâtée, mais pour voir de ses propres yeux comment le nom Delvaux trouvait enfin une manière décente de se sauver. Et maintenant, elle voyait comment le nom s'enfonçait en public avec la dignité d'un vieux navire. Elle marcha vers la sortie du salon d'un pas ferme, ignorant les applaudissements, ignorant les regards, ignorant même son neveu Antoine, qui la vit passer et baissa les yeux, honteux. En traversant le portail principal, où plusieurs chauffeurs et employés de traiteurs avaient commencé à commenter ce qui se passait à l'intérieur, Colette s'arrêta près d'un jeune homme qui tenait une caméra professionnelle sur l'épaule. « Dites-moi une chose, jeune homme. » Sa voix sortit fine et autoritaire. « Vous faites partie de l'équipe qui enregistrait la cérémonie ? » « Oui, madame, pour la vidéo officielle des mariés. Et tout ce qui s'est passé dans le couloir, vous l'avez aussi enregistré ?» Le jeune homme hésita. « Une partie, madame. Mon collègue était dans cette zone pour ajuster les microphones. » Colette sourit. Un sourire qui n'en était pas un. « J'ai besoin d'une copie du fichier aujourd'hui même. Madame, cela devrait être autorisé par la famille de Vicher. » La famille de Vicher vient d'annuler le mariage, et ma nièce a été humiliée devant 200 personnes avec des accusations qui méritent d'être clarifiées légalement. Je vous paierai très bien si vous me faites parvenir ce matériel. Le jeune homme ne répondit pas, il serra seulement sa caméra contre sa poitrine et recula de 2 pas. Colette Delvaux-Mertan le regarda pendant une longue seconde. Puis elle se retourna sans saluer et marcha vers sa voiture. En chemin, elle composait déjà le 2e numéro de la matinée, cette fois celui d'un journaliste vétéran, ami de son défunt mari, qui dirigeait un petit hebdomadaire régional avec une tendance au scandale et aux vérités opportunes. Pendant qu'elle parlait, sans le savoir, quelqu'un l'observait depuis une fenêtre de l'étage supérieur du domaine. Léa Mercier, la jeune journaliste qui était sortie du salon à peine l'ovation terminée, était montée à la chambre que la famille lui avait assignée comme invitée, et de là, le téléphone à la main et le carnet sur le bureau, elle avait déjà commencé à écrire l'article qu'elle allait publier ce soir-là. Léa vit Colette s'approcher du caméraman, la vit lui parler, la vit sortir son portefeuille et comprit en une seconde ce qui se passait. Elle dévala les escaliers en courant. Pendant ce temps, dans le bureau privé de Monsieur Laurent de Vicher, loin du salon principal et du brouhaha des invités qui commençaient déjà à se retirer dans un silence respectueux, 3 personnes s'étaient enfermées pour parler à voix basse, Laurent, Arthur et Élodie. Le bureau était une pièce tapissée de bois sombre, avec des étagères remplies de livres de droit et de photographies de famille encadrées. Sur l'une de ces photographies, Christine tenait un Arthur de quelques années dans ses bras, souriant à l'appareil avec cette lumière que certaines femmes portent en elles et que même la mort ne parvient pas à éteindre. Laurent s'approcha d'un meuble latéral. D'un tiroir fermé à clé, il sortit une enveloppe jaunie différente de celle qu'Élodie avait remise quelques heures auparavant. Celle-ci était plus ancienne, plus petite,
avec les bords légèrement courbés par le temps. Il la posa sur le bureau devant son fils et Élodie. « Il y a une dernière chose que vous deux devez savoir. » Élodie leva les yeux, surprise. « Autre chose, monsieur Laurent ?»« Autre chose, Élodie. Et s'il vous plaît, ne m'appelez plus monsieur. Cela fait de nombreuses années que vous n'êtes plus employé dans cette maison, même si aucun de nous deux n'a osé le dire à voix haute. » Arthur prit l'enveloppe d'une main précautionneuse. À l'intérieur, il y avait un seul document. 2 pages, la signature de Christine de Vissères-Leroux en bas et les sceaux notariaux à chaque coin. C'était une clause testamentaire, une clause que Christine avait ajoutée à son testament peu avant de mourir, rédigée avec l'aide d'un notaire de sa pleine confiance, et que même Laurent n'avait pas osé ouvrir jusqu'à ce jour. Arthur lut à voix haute, la voix se brisant à chaque ligne. « Je sous-signais, Christine de Vissères-Leroux, en pleine possession de mes facultés, atteste de ma volonté expresse que Madame Élodie Marie Dubois, mère biologique de mon fils Arthur Laurent, conserve pendant le reste de sa vie le droit plein d'habiter le domaine des Chênes Blanches comme membre reconnu de cette famille, avec toutes les dignités, commodités et égards que cette condition implique. Cette clause ne concerne aucune succession économique, car Madame Dubois n'a jamais rien demandé de tel. Elle se réfère uniquement au droit moral d'appartenir au lieu où son fils a grandi. Appartient celui qui aime, et elle a aimé cet enfant tous les jours de sa vie en silence. » Élodie porta ses mains à sa bouche. Les larmes coulaient sans arrêt, sans qu'elle essaie même de les sécher. « Christine, » murmura-t-elle, « ma chère Christine. » Laurent baissa la tête. « Mon épouse a rédigé cela quelques semaines avant de décéder. Elle m'a fait promettre que nous ne l'ouvririons que le jour où toi, Élodie, tu oserais enfin parler. Elle disait que ce jour viendrait, et que quand il viendrait, cette famille devait être à la hauteur. » Arthur serra sa mère dans ses bras, cette fois sans caméra, sans invité, sans témoin, seulement les 3 dans cette pièce, remplie de livres et de lumière tamisée. Et pour la première fois, Élodie cessa de pleurer de tristesse et commença à pleurer de quelque chose de nouveau, de quelque chose qu'elle n'avait jamais pleuré de sa vie d'adulte. Elle commença à pleurer de paix. Quand ils sortirent du bureau, Léa Mercier les attendait dans le couloir. Elle avait les joues rougies d'avoir dévalé les escaliers en courant et le téléphone serré contre sa poitrine. « Arthur, nous avons un problème. »« Qu'est-ce qui se passe, Léa ?» La grand-tante de Margot, Colette Delvaux-Merton, essaye d'acheter le matériel enregistré par le caméraman. Elle veut utiliser les images du couloir pour construire une histoire différente et la divulguer à la presse cet après-midi même. Elle va dire que Madame Élodie est une menteuse qui a profité de l'étourdissement d'un marié nerveux. Elle va dire que les 2 Vichères ont couvert une vieille déséquilibrée par compassion. Arthur serra les poings. « Et que pouvons-nous faire ?» Les devancer. Léa leva son téléphone. « J'ai mon carnet. J'ai tout ce qui s'est passé dans le couloir noté, mot pour mot. J'ai le document du père Jean et du comptable, et j'ai la clause testamentaire de ta mère. Si ton père me donne l'autorisation de la mentionner. Si je publie ma version cet après-midi, avant qu'elle ne publie la sienne, la bataille est gagnée. Et personne dans la région ne croira plus un seul mot des Delvaux, jamais. » Laurent, qui venait derrière, acquiesça sans hésiter. « Vous avez mon autorisation, ma fille. Publiez ce dont vous avez besoin avec une seule condition. Laquelle, monsieur? Que le centre de votre article ne soit pas cette famille, que le centre soit elle. » Et il désigna Élodie. Que toute la région comprenne aujourd'hui que la vraie noblesse ne s'hérite pas. Elle se vit en silence toute une vie et se démontre quand on a enfin le courage de parler. Léa acquiesça, les yeux brillants, sortit son carnet de sa poche, s'assit sur l'un des canapés du couloir et commença à écrire avec la vitesse de celle qui sait que chaque minute compte. Cette même après-midi, alors que les derniers invités se retiraient dans des voitures silencieuses et que l'équipe de traiteurs ramassait les verres intacts du banquet qui ne fut jamais célébré, Élodie et Arthur marchèrent ensemble dans le jardin des chênes. Il n'y avait plus de musique. Il n'y avait plus de caméra, juste le vent qui agitait les feuilles et le soleil qui se couchait lentement derrière les arbres centenaires. Arthur s'assit avec sa mère sur un banc de pierre, sur le même banc où Christine s'asseyait pour lire quand il était enfant. « Maman, raconte-moi de lui. »« De qui, mon petit ?»« De Gauthier, de mon père biologique. Je veux savoir qui il était. Je veux savoir ce qu'il aimait, ce qu'il rêvait pour moi, même s'il n'a jamais pu me voir. » Élodie ferma les yeux un instant, et de quelques coins très profonds de sa mémoire, une image lui revint avec une netteté qui la surprit. Gauthier, jeune, les mains tachées de terre, souriant sous un chapeau de paille, racontant à sa femme enceinte les noms qu'ils avaient pensés pour le bébé. Gauthier était un homme simple, mon petit. Il travaillait la terre dans une ferme près du village où je suis né.
Il n'avait pas d'études, mais il lisait chaque papier qui lui tombait sous les mains. Il lisait l'étiquette d'un sac de graines comme si c'était un livre de philosophie. Il disait que chaque mot écrit dans le monde méritait le respect. Arthur écoutait sans bouger. Quand il a su que j'attendais un bébé, il s'est mis à pleurer. Il a pleuré pendant 2 jours d'affilée. Il disait qu'il ne se sentait pas digne d'être père, qu'il n'avait eu personne pour lui apprendre à l'être et qu'il avait peur de ne pas savoir. Élodie sourit entre les larmes. Je lui disais que personne ne sait être père au début, qu'on apprend en regardant l'enfant dans les yeux. Et il m'a promis qu'il allait apprendre. Il m'a promis qu'il serait le meilleur père du monde, mais il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, mon petit. La terre emporte parfois les bons avant l'heure. Et moi, elle m'a laissé seul avec un bébé dans le ventre et toutes ses promesses gardées en moi, sans savoir à qui les rendre. Arthur prit la main de sa mère et lui dit de la voix la plus sereine qu'elle lui avait entendue de la matinée. « Maman, je serai le père qu'il n'a pas pu être. Un jour, quand j'aurai des enfants, je les présenterai à Gauthier dans chaque conte, à chaque dîner, chaque nuit, avant de dormir. Et je porterai son nom de famille à côté du mien, Arthur Laurent de Vichet-du-Bois, pour que le monde sache de qui je suis le fils. » Des deux, Élodie ne put répondre. Elle posa seulement sa tête sur l'épaule de son fils, et tous deux restèrent à regarder le coucher de soleil tomber sur les chênes blancs en silence pendant longtemps. Cette même nuit, tandis que Léa Mercier envoyait son article aux médias numériques où elle travaillait, tandis que Colette Delvaux-Mertens composait des numéros que personne ne lui répondrait jamais, tandis que Margot pleurait seule dans une chambre d'hôtel bon marché, car la propriété familiale ne leur appartenait plus, et personne du clan ne voulut la recevoir. Une vérité bien plus grande que n'importe quel scandale commença à circuler dans la région. La vérité d'une femme qui avait servi sans rien demander toute sa vie. Et le lendemain matin, quand le soleil se leva à nouveau sur le domaine des chênes blanches, l'article de Léa était déjà lu par des milliers de personnes, partagé, commenté, pleuré, applaudi, et dans la cuisine du domaine, Élodie Marie Dubois ne portait plus le tablier de service. Elle s'était assise pour la première fois à la table principale de la salle à manger comme une mère, comme une maîtresse de maison, comme une femme qui appartenait enfin à l'endroit où elle avait toujours été. Mais le destin avait encore une dernière carte en réserve pour cette famille, une carte qui arriverait avec le courrier du lendemain après-midi et qui changerait à nouveau tout ce qui semblait résolu. Quelque temps après cette matinée qui changea toute la vie du domaine des chênes blanches, une lettre arriva par le courrier de l'après-midi. L'enveloppe était jaunie, usée par les années, avec une calligraphie tremblante à l'extérieur qui disait simplement « Pour Élodie Dubois, où qu'elle soit ». Arthur la reçut au portail principal des mains du facteur du village, un homme âgé qui connaissait la région comme les lignes de sa propre main. Le facteur lui expliqua que cette lettre avait été conservée pendant de nombreuses années dans un petit bureau perdu parmi de vieilles boîtes et que ce n'est que maintenant, après un déménagement administratif, qu'elle avait été retrouvée et réexpédiée à son destinataire correct. C'était d'un ouvrier parti trop jeune au ciel, mon fils, un certain Gauthier Dubois. Il l'a écrite le matin même de l'accident, l'a glissée dans la boîte aux lettres de la ferme avant de partir travailler et, par l'une de ces erreurs que le temps commet parfois, elle est restée égarée pendant toute une vie. Arthur prit la lettre d'une main tremblante, remercia le facteur d'une étreinte silencieuse et entra en courant dans le domaine. Élodie était assise dans la salle à manger principale, un livre ouvert sur la table, lisant à la lumière de la lampe. Elle leva les yeux en voyant son fils entrer avec cette enveloppe à la main, et, d'après le visage du jeune homme, elle sut aussitôt que quelque chose d'important se trouvait à l'intérieur. « Maman, ceci est pour toi. » Élodie la reçut. Elle reconnut la calligraphie avant de reconnaître le nom. Elle reconnut la main de l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie, sans jamais le toucher à nouveau, et porta l'enveloppe à sa poitrine, comme celle qui reçoit un cadeau envoyé de l'autre côté du ciel. Elle l'ouvrit avec une infinie précaution. La feuille intérieure était écrite au crayon qui s'était presque effacé, mais les mots étaient encore lisibles. « Ma chère Élodie, si aujourd'hui je pars et ne reviens pas, je veux que tu saches 3 choses. La première, que le bébé que tu portes en toi sera la meilleure chose que toi et moi ayons faite sur Terre. La deuxième, que si un jour les circonstances t'obligent à prendre des décisions difficiles pour le protéger, je te pardonne d'avance et je te soutiens d'où que je sois. Tu sais ce qui est bon pour lui mieux que quiconque. La troisième, dis-lui, quand il grandira, que son père l'a aimé avant même de voir son visage et que le nom Dubois, bien qu'humble, est un nom propre, qu'il le porte avec fierté. Ton Gauthier. Élodie lut la lettre 3 fois, puis la serra contre sa poitrine et pleura sans bruit,
avec le calme de celle qui reçoit. Après tant d'années, la seule absolution que son cœur avait attendue. Arthur s'assit à ses côtés, lui prit la main, ne parla pas pendant un long moment, il lui caressa seulement les vieux doigts comme il avait appris à le faire ces jours-là, depuis que la vie lui avait rendu sa mère. « Maman, il t'a pardonné d'avance. »« Oui, mon petit. Et il a demandé à la vie que tu me parles de lui quand je grandirai. »« Oui. Et enfin, ce jour est arrivé. » Élodie acquiesça et sourit à travers les larmes. Enfin, ce jour est arrivé. Une saison plus tard, après cet après-midi, toute la région ne parlait plus que de l'histoire qu'avait publiée Léa Mercier. L'article s'appelait « La femme qui appartenait ». Et en quelques jours, il avait été lu par plus de personnes que n'importe quel hebdomadaire régional n'avait atteint en années. L'histoire d'Élodie Marie Dubois se transforma en un symbole. Dans les écoles du village, les maîtresses l'utilisaient comme exemple de dignité silencieuse. Dans les paroisses voisines, les prêtres âgés la mentionnaient dans leurs homélies. Dans les foyers modestes, les jeunes mères la nommaient comme preuve qu'aucun sacrifice fait par amour ne se perd jamais. Colette Delvaux-Mertan tenta pendant un temps de lancer une contreversion, mais aucun média sérieux ne voulut la publier. Les preuves documentaires étaient trop solides. La voix de Léa Mercier était devenue la voix autorisée de la région. Et le clan Delvaux, qui pendant des décennies avait vécu du prestige de son nom, vit ce prestige s'évaporer en quelques semaines. Antoine Delvaux fut le seul de la famille à avoir le courage de se présenter au domaine quelques jours après le mariage annulé. Il vint seul, sans avocat, sans discours préparé. Il demanda pardon à Arthur à la porte principale. Il demanda pardon à Laurent dans le bureau et il demanda pardon à Élodie dans la cuisine où il la trouva en train de prendre un thé avec Annelies Janssens. La cuisinière, qui n'avait jamais été femme à ravaler ses mots, resta silencieuse par respect pour le moment. « Madame Élodie, je ne suis pas venu demander quoi que ce soit, juste pour vous dire que ma sœur a pris des décisions que j'ai permises par faiblesse et que, pendant le reste de ma vie, je porterai cette honte. Si un jour il y a quoi que ce soit où je puisse servir cette famille, ma porte sera ouverte, même si je sais que la vôtre, à juste titre, pourrait ne pas s'ouvrir pour moi. » Élodie le regarda longuement sans rancœur, sans fausse douceur, juste avec la vérité simple qui lui venait naturellement depuis ce matin-là. « Mon fils, quand un jeune homme apprend à demander pardon sans excuse, il commence déjà à se sauver. Va en paix et prends soin de toi. » Antoine quitta le domaine les yeux pleins de larmes qu'il n'avait même pas pleuré pour sa propre sœur. Cette même saison, il abandonna le droit et déménagea dans une petite ville où il ouvrit un petit cabinet dédié à défendre gratuitement des familles en risque d'expulsion. Il ne revint jamais dans la région. Mais quelques années plus tard, une courte lettre arriva au domaine racontant qu'il s'était marié, qu'il avait un fils et qu'il avait donné à l'enfant comme deuxième prénom, celui d'un ouvrier agricole qu'il n'avait jamais connu en personne, mais dont il avait lu dans un article, Gauthier. Margot Delvaux ne réapparut plus publiquement pendant longtemps. Certaines rumeurs disaient qu'elle avait quitté le pays, d'autres qu'elle vivait dans un petit appartement loué dans une ville voisine, soutenue par l'aide discrète d'une vieille amie de collège. Élodie ne posa jamais de questions sur elle, non pas parce qu'elle la haïssait, mais parce qu'elle comprit avec la sagesse que tout ce chemin lui avait donné, que certaines personnes ont besoin d'être loin des scènes où elles se sont brûlées, et qu'insister à les regarder ne fait que gêner leur chemin vers un pardon qu'elles devront se donner avant tout à elles-mêmes. Un matin, déjà, à une autre saison de l'année, dans la petite paroisse Saint-Luc du Val, le père Jean Dupuis célébra une messe spéciale. Ce ne fut pas un mariage, ce fut autre chose. Quelque chose que la petite église du village n'avait jamais célébré auparavant et qu'elle ne célébrerait peu, être jamais plus. Ce fut un acte de reconnaissance. Arthur Laurent de Vischère avait décidé, avec son père Laurent et sa mère Élodie, d'ajouter légalement le nom Dubois au sien. La paroisse, où des décennies auparavant avait été signée une adoption douloureuse, était maintenant le lieu où se signait une réunion. Le père Jean, déjà très âgé, mais toujours ferme dans sa voix, lut devant les quelques invités, présents une brève homélie que Léa Mercier enregistra avec la permission du prêtre. « Mes enfants, il y a ceux qui croient qu'appartenir est une question de sang. Il y a ceux qui croient que c'est une question de nom de famille. Il y a ceux qui croient que c'est une question d'invitation gravée sur du papier fin. Je vous dis aujourd'hui avec l'autorité de toute une vie, à écouter des confessions que vous n'imaginez pas, qu'appartenir est autre chose. Appartenir, c'est être prêt à se perdre soi-même pour que l'autre trouve son chemin. Appartenir, c'est se taire quand parler ferait du mal, et parler quand se taire serait lâcheté. Appartenir, c'est aimer sans rien attendre. Et un jour, quand plus personne ne l'attend,
recevoir tout en retour. Élodie était assise au premier rang dans une robe simple, sans bijoux, sans maquillage. Arthur d'un côté, Laurent de l'autre. Annelies Janssens au second rang. Elle pleurait sans dissimuler aux côtés d'Amélie Lefebvre, la jeune fille qui avait eu le courage de dénoncer ce qu'elle avait entendu. Léa Mercier enregistrait avec le respect de celle qui sait qu'elle documente quelque chose qui restera. Quand le père Jean eut terminé, il regarda directement Élodie et lui dit avec un sourire fatigué et lumineux « Ma fille, tu n'as jamais eu à demander la permission d'appartenir. Tu as appartenu dès le premier jour. » Élodie baissa la tête, mais cette fois non par vieille habitude, mais pour que les larmes ne tombent pas sur le livre des évangiles qu'elle avait sur ses genoux. Cet après-midi-là, après la cérémonie, le domaine accueillit une petite réunion intime. Il n'y eut pas de musique à cordes, pas 200 invités, pas de caméra professionnelle ni de robe de magazine, juste une longue table dans le jardin, sous les chênes blancs centenaires, avec des fleurs sauvages, au lieu d'arrangements importés. Du pain fraîchement cuit, par Anneli, un ragoût mijoté qui emplit l'air d'une odeur qu'aucun des présents n'oublierait. Laurent se leva avec sa coupe de vin, leva la main pour demander le silence et regarda Élodie assise en face de lui. « Je veux dire une seule chose. Pendant de nombreuses années de ma vie, je me suis senti coupable. J'ai pensé que j'avais reçu dans ma famille un cadeau que je ne méritais pas. J'ai pensé que je portais un secret qui un jour me détruirait. Aujourd'hui, en regardant cette table, je réalise que je me suis trompé. » Il fit une pause. Sa voix trembla un peu, mais il continua. « Le cadeau que nous avons reçu n'était pas un enfant, c'était une femme. Une femme qui a fait confiance à notre promesse au moment le plus sombre de sa vie. Une femme qui est revenue dans cette maison sur la pointe des pieds, sans rien réclamer pendant toutes ces années. Une femme qui nous a appris sans ouvrir la bouche ce que signifie vraiment aimer un enfant. » Élodie ne put plus se retenir. Elle se leva, s'approcha de Laurent, et tous deux s'étreignirent devant toute la table, deux personnes âgées qui, toute une vie, s'étaient respectées en silence, et qui pouvaient enfin se respecter à voix haute. Arthur, depuis sa chaise, leva sa coupe, les yeux brillants. À ma mère Christine, qui regarde ceci du ciel et qui sourit, je le sais. À mon père Gauthier, qui a écrit une lettre de pardon avant de partir et qui est arrivé juste à temps. À mon père Laurent, qui a porté un secret pendant des années par amour pour cette maison. Et à ma mère Élodie, la femme qui appartient, la femme qui a toujours appartenu. Ils levèrent leur coupe, trinquant en silence. Les chênes blancs craquaient doucement avec la brise de l'après-midi. Et ainsi, sous ces arbres qui avaient vu grandir des générations entières de cette famille, se termina l'histoire d'une femme qui, toute sa vie, fut invisible pour qu'un enfant ait un avenir et qui, un jour, quand la vérité trouva enfin sa voie, découvrit que l'endroit auquel elle appartenait n'avait jamais été loin. Il était là, juste là où il avait toujours été, l'attendant avec les portes ouvertes et les bras tendus. Parce qu'appartenir, mes enfants, n'est pas une question de nom de famille, ni de robe, ni d'invitation gravée sur du papier fin. Appartient celui qui aime. Appartient celui qui sacrifie sans rien demander en retour. Appartient celui qui dit la vérité quand il est plus facile de se taire. Et ceux qui crient « Vous n'avez pas votre place ici » sont presque toujours les seuls qui n'appartiennent nulle part.